Bonjour Frédéric Bizard, vous êtes économiste, président fondateur de l'Institut Santé. L'Institut Santé, c'est un centre de recherche dédié à la refonte du système de santé français. Et puis vous êtes aussi l'auteur d'un livre qui s'appelle Les itinérants de la santé. On le voit à l'image, c'est aux éditions Michalon. Ce livre, c'est une fiction, c'est ça, qui est basée sur des faits réels. Des habitants fuient leur pays parce que leur système de santé est en plein délitement. Oui, c'est peu d'actualité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est capable de réinventer un système de santé universel et solidaire, parce qu'on voit bien qu'il est en déclin, tout simplement parce que les systèmes meurent, les systèmes sociaux comme les êtres humains meurent, et donc il faut les réinventer pour les réadapter à leur environnement démographique, épidémiologique et technologique, puisque tout le monde a pu constater que depuis 20 ans, il y a une transformation profonde de l'environnement, mais pas du système. On est toujours, comme ce budget 2025 le montre, sur des recettes relativement éculées et dont on connaît les conséquences. Dans votre fiction, vous parlez de délitement, les habitants partent parce que le système de santé est en plein délitement. Comment vous qualifiez le système, par quel adjectif vous qualifiez le système de santé français à l'heure actuelle ? Il est sur un toboggan, il est en déclin, parce qu'encore une fois, il n'est ni fait pour permettre un vieillissement en bonne santé, c'est-à-dire agir en amont du risque qui est la maladie. On attend que les personnes soient malades et on s'en occupe, et on s'en occupe encore relativement bien, mais ça ne peut plus être efficace dans ce monde avec un vieillissement aussi important. Il n'est pas fait pour gérer les pathologies chroniques, il est fait pour gérer, et on le fait encore relativement bien, gérer des personnes à un instant T. Si vous avez une pathologie grave et que vous avez besoin d'une intervention chirurgicale, la France reste un excellent pays pour ça. Par contre, pour gérer des pathologies tout au long d'un parcours, mais notre système n'est pas adapté. Et puis, on a des révolutions technologiques qui sont une chance absolument remarquable d'améliorer la productivité et l'efficacité d'un système, mais notre système n'est pas fait pour intégrer massivement les innovations technologiques. Vous voyez, donc il faut l'adapter. C'est pas une révolution, il faut l'adapter, le système. Et donc, dans ce livre, évidemment, il y a deux pays. Il y a le pays où ça marche pas, mais il y a le pays où ça marche parce qu'il a fait la réforme. Donc, on explique ce qu'a fait le pays où ça marche. Globalement, qu'est-ce que vous avez pensé, et on va revenir sur certains points, globalement, qu'est-ce que vous avez pensé du projet du gouvernement qui est sur la table et qui arrive à l'Assemblée nationale ? Il est dans une assez remarquable continuité par rapport au budget précédent, parce qu'on reprend toujours des mesures qu'on appelle les mesures du rabot pour arriver au niveau de budget que l'on souhaite, puisqu'il y a une hausse. On a toujours l'impression qu'il y a des baisses de dépenses. Enfin, il y a une hausse importante de la dépense, mais que l'on rabote pour rentrer dans un budget qui est de l'ordre de plus 3%, alors que si la tendance naturelle est plutôt une hausse de 5%. Donc il faut faire des économies. Par contre, comme le rabot a ses limites aujourd'hui, parce qu'à force d'avoir raboté, par exemple, les prix des médicaments, on voit bien qu'il n'y a plus grand-chose à raboter, parce que sinon on génère de la pénurie. On va plus loin dans le système et on dit en fait on va dérembourser, et ça c'est un sujet central donc il faut qu'on aborde. C'est finalement, est-ce que ça a une conséquence que l'on fasse rembourser par la sécurité sociale, donc là la consultation médicale à 70%, ou par les complémentaires santé, les assureurs privés, puisque là on dérembourse. C'est la deuxième fois en un an qu'on dérembourse. Oui. Et ça et évidemment c'est pas la même chose, et peut-être qu'on va y venir, c'est-à-dire que vous n'êtes plus dans un modèle universel. Justement, effectivement, une des mesures, c'est la baisse du remboursement par la sécurité sociale de la consultation chez le médecin. La sécurité sociale rembourserait que 60% au lieu des 70%. La ministre de la Santé a annoncé hier qu'elle voulait atténuer cette cause. Ces 10 points entre 60 et 70%, ça représente une économie de 1 milliard, c'est ça. Mais pour vous, vous y voyez une cause d'inégalité, en fait. C'est ça, si je comprends bien. C'est pas moi, Frédéric Bizard, qui il faut comprendre pour vos téléspectateurs, parce que c'est un peu contre-intuitif, qu'en matière de santé, le financement privé coûte beaucoup plus cher que le financement public. Je vous prends un exemple qui démontre ça, tout simplement parce que vous avez des frais administratifs qui sont importants, parce que vous n'avez pas un seul acteur qui mutualise. Et on a déremboursé, pareil, de 70 à 60% le financement des actes dentaires en octobre 2023, pour faire une économie de 500 millions. Qu'est-ce qui s'est passé en 2024 ? Vous avez eu plus 10%, les cotisations des mutuelles ont augmenté de 10%, à peu près 4 milliards d'euros de hausse, puisqu'on est à 40 milliards à peu près de primes des assureurs. Généralement, vous êtes plutôt à 1,5 milliard de hausse d'une année sur l'autre. Donc on voit bien que finalement, des économies d'€1 pour la Sécu ont engendré un surcoût pour l'assuré. C'est toujours l'assuré qui paye aussi bien la cotisation sociale. Ont engendré un surcoût de 5 € en matière de surcoût de mutuelle, des coûts des mutuelles. Donc 1 € pour 5 €. Donc on voit bien, parce que c'est connu, et c'est bien pour ça d'ailleurs que tous les pays, à part les États-Unis et à part la Suisse, on pourrait revenir, utilisent une mutualisation publique.
parce que c'est le seul. Il ne faut pas confondre le financement public et des opérateurs privés qui utilisent ce financement privé. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut tout nationaliser. Ça veut dire simplement que si on veut conserver un système universel, c'est-à-dire on est tous dans le même système. Notre système de santé n'est pas dépendant de votre contrat privé. Eh bien, il faut garder cette mutualisation publique, mais la rendre efficiente. Il faut la garder au cœur du système. Comment on la rend efficiente ? Comment la rend efficiente ? D'abord, si on reste sur le financement, en distinguant, parce qu'on est le seul pays au monde à avoir 2 étages, un étage public, un étage privé, en distinguant le rôle du financement public, c'est-à-dire d'être au cœur principalement du remboursement des soins, et du financeur privé qu'il faut conserver. C'est une chance d'avoir cette force de mutuelle qui est répandue partout dans les territoires. Mais faisons-en une chance. Qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui comme financement ? C'est le financement sur le maintien en bonne santé. C'est là-dessus, c'est le financement de toutes ces technologies innovantes, du digital, de l'intelligence artificielle, qui peut véritablement permettre à la classe moyenne d'améliorer sa capacité à gérer son système. Faisons payer ça aux assureurs privés et sortons les assureurs privés de là où est la sécurité sociale. On est les seuls, encore une fois, à faire ça. C'est un double coût comptable. Quand vous allez à la pharmacie et que vous êtes content parce que vous n'avez pas payé, il faut savoir que le coût de votre mutuelle est avant tout un coût administratif. C'est-à-dire il faut bien gérer administrativement tout ce remboursement. Donc vous voyez, une mesure assez simple à faire, c'est 6 à 7 milliards d'euros d'économie sur les 16 milliards. Je ne veux pas trop lancer trop de chiffres parce que finalement on s'y perd, mais en tout cas c'est plusieurs milliards d'euros d'économie pour les assurer immédiatement parce que vous n'avez plus cette double comptabilité. Et ensuite pour l'État, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a aussi des milliards d'euros d'économie à récupérer parce que les contrats collectifs par exemple coûtent très cher à l'État, selon la Cour des comptes 10 milliards d'euros. Mais pourquoi, justement, on ne délègue pas aux mutuelles, aux privés, ce que vous appelez finalement la prévention, en fait, oui. C'est ça ? Pourquoi on prend pas cette décision ? Vous dites que c'est une décision parce que c'est de la restructuration. Parce que c'est de la restructuration. Vous savez, le problème dans ce pays, c'est qu'on s'intéresse à la soutenabilité des comptes de la protection sociale 2 mois par an, au moment du projet de loi de financement de sécurité sociale. Et donc on se dit, mais en fait, il faudrait restructurer, on a bien compris, parce que vous écoutez dans les discours, vous les avez, là, il faut vraiment qu'on restructure, mais le projet de loi de financement de sécurité sociale n'est pas le dispositif adapté pour restructurer. Mais dès qu'on a fini, une fois qu'on a fini l'examen de ce PLFSS, vous n'entendez plus parler de restructuration. Alors, à l'exception d'ailleurs du système des retraites, dont on peut dire 2 mots, puisque le système des retraites, lui, est relativement équilibré jusqu'à 2028. Ce que l'on fait là, parce qu'il y avait un déséquilibre de 6 milliards, c'est qu'on reporte la réévaluation des retraites à juillet, ce qui fait des économies de 3,5 milliards, et ce qui permet à peu près d'équilibrer à 3 milliards près. Mais 3 milliards sur 300 milliards, je veux dire, c'est pas colossal. On peut pas dire qu'il y a un déséquilibre structurel, qu'il y a un déficit structurel, ce qui est le cas en santé. Le déficit structurel de santé illustre le déraillement structurel lui aussi du système. C'est ça qu'il faut voir. C'est que vous ne pouvez pas rétablir les comptes de la santé qui sont à l'origine d'à peu près de 80% du déficit global par simplement des mesures comme ça comptables. Alors qu'en matière de retraite, jusqu'à 2028, du fait de la réforme de 2022, il n'y a pas de hasard, on a rétabli les comptes. Il n'y a pas un vrai sujet sur les retraites, même si elle est très contestée. Mais par contre, il va falloir penser à après 2028 pour à nouveau restructurer d'une façon ou d'une autre le système de retraite. Donc il faudrait en parler plus souvent, plus profondément, c'est ça. Mais pourtant, il y a eu... Il faut une loi santé en 2025 qui prenne en compte qui mette tout à plat. Mais pour vous prendre une mesure assez simple, parce que on a fait des choses, notamment sur le travail. Qu'est-ce qu'on a fait sur le travail ? On a mis en place un compte personnel de formation qu'on a véritablement approvisionné de façon en euros sonnants et trébuchants. Bon, ça n'a pas révolutionné le système, sauf que du fait d'agir dans l'investissement, dans le capital santé des individus en matière de compétences, ça a quand même permis de baisser le chômage de façon structurelle. Il n'y a pas de hasard si on a une baisse du chômage, malgré une croissance assez faible. Eh bien, en santé, il faut faire pareil. Il faut investir dans le capital humain. On propose un compte personnel de prévention, c'est-à-dire vous mettez à disposition de chaque individu une somme d'argent avec tout un tas de coaching autour que l'assurance maladie est tout à fait capable de faire pour savoir quels sont les services à disposition des individus qui ne sont pas les mêmes en fonction des âges. C'est pour ça qu'on prend les 4 générations dans le livre. Mais donc, nous sommes demain matin
incapable de redresser notre système de santé, mais il faut juste un petit peu changer la façon de faire par rapport à ce que l'on fait depuis les années 50. Dans les mesures proposées par le gouvernement, il y a faire des économies sur les arrêts maladie, des arrêts maladie qui ont flambé de 50% en 8 ans. C'est une bonne... C'est toujours la même approche. On constate que les arrêts maladie flambent. Bon, peut-être qu'on peut regarder du côté des causes, du côté de la racine du mal. Il y a plusieurs... Donc vous revenez à la prévention, c'est ça ? Non, mais pas qu'à la médecine du travail dans ce cas-là. Donc là, que faisons-nous c'est qu'en fait, on dit on va moins rembourser le chose. Oui, donc en fait, on ne change rien finalement au phénomène qui est un phénomène ennuyeux, au fond, mais on se dit, mais il y a un moment là, c'est un peu la même technique que le rabot sur les prix, c'est que là, on va passer, on rabote un petit peu le remboursement, mais vous le faites une fois, 2 fois, et après, vous ne pouvez plus le faire, sauf à casser complètement votre protection sociale, en tout cas. Donc, voilà, c'est une mesure, je dirais, qui est relativement peu efficace, parce que ça ne change pas le volume. On a un problème de volume, c'est pas un problème. C'est pas qu'on est trop généreux dans le remboursement, parce que honnêtement, 50% du salaire journalier de pris en charge par l'assureur public, je pense pas que ça soit quelque chose de délirant. Donc là, mais vous pensez pas que les 3 jours de carence là annoncés par le ministre de la fonction publique là pour les fonctionnaires, ça va? Si, moi je pense que c'est une bonne chose à condition d'établir des principes sur lesquels les Français peuvent se dire c'est équitable. C'est-à-dire que on a parlé de l'universalité du système de retraite. Vous vous rappelez, entre le public et le privé. Mais parlons de la même chose pour les règles sur les indemnités journalières. Il est normal qu'il y ait des règles identiques, équitables entre le secteur public et le secteur privé. Le cas là, qui va être établi. Après, quand vous rentrez dans le détail, vous savez que dans le secteur privé, vous avez une prise en charge dans certaines grandes entreprises de ces indemnités journalières. Donc, mettons les principes sur la table et faisons en sorte que ces principes s'appliquent de façon équitable. Et à partir de là, je pense qu'on arrive à un consensus. Dans votre livre, vous imaginez le futur de notre système de santé à travers 10 mesures phares. Parmi ces mesures phares, il y a la création de 300 territoires de santé. De quoi s'agit-il exactement ? En fait, vous devez avoir une politique nationale avec un État qui est fort sur la stratégie à mettre en place. Il n'y a pas de stratégie aujourd'hui nationale de santé, il faut le savoir, parce que vous avez une multitude d'agences. Donc en fait, la santé publique, c'est déterminer des objectifs de santé publique. Vous ne pouvez pas en déterminer 50 et vous dire je vais améliorer tel et tel point, par exemple les addictions en France, par exemple la prise en charge des cancers. Et vous avez un plan d'action à 5 ans et le déroulement, l'exécution de ce plan doit se faire à l'échelle de territoires. Pourquoi est-ce qu'il faut déterminer les territoires de santé ? C'est qu'aujourd'hui, on a territorialisé, mais on a territorialisé en gardant le cloisonnement entre la ville. Vous avez un territoire pour la ville qu'on appelle les CPTS, inconnu des Français d'ailleurs. Parce qu'on a créé un tas d'acronymes, les CPTS, les GHT, mais tout ça est inconnu des Français. Donc il faut faire ce qu'a fait Napoléon il y a 200 ans. Il faut dire j'ai besoin d'une unité géographique dans laquelle les Français vont inscrire leur action pour la gestion de leur santé. On a fait les départements pour l'administration. Donc ce serait en fait des territoires dans lesquels vous et moi, on se dit... Alors ça s'inscrit dans les départements parce qu'on s'aperçoit quand on travaille sur la territorialisation que les départements, c'est bien pratique. C'est un peu grand, donc il faut probablement déterminer une unité infra-départementale. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut mettre en place un service public territorial de santé qui soit délivré aussi bien par le secteur privé que par le secteur public. Je rappelle que la France a inventé la délégation de services publics au secteur privé. Ça doit s'appliquer aussi en santé. Donc vous voyez que le financement public est plus efficace que le financement privé, mais à l'échelle de l'opérateur qui délivre le service, vous pouvez très bien, et c'est la force du système français, d'avoir aussi bien des médecins libéraux dans les territoires que des centres de santé associatifs dans les territoires, que des hôpitaux publics. Il faut que tous ces acteurs-là aient le même objectif de délivrer un service public à la population à l'échelle d'un territoire. Vous avez des missions extraterritoriales comme des missions de recherche ou certains plateaux techniques extrêmement pointus sur lesquels vous n'allez pas les avoir dans tous ces territoires qui vont couvrir 200 000. Mais voilà, ce sont des exemples très concrets d'organisation du futur système de santé. Vous avez fait parvenir au pouvoir public votre projet ? Vous avez rendez-vous avec la ministre de la Santé ? Écoutez, je ne pense pas que ça sera, très honnêtement, sur ce... On voit bien qu'il n'y a pas une volonté à court terme, mais oui. Alors, la réalité, c'est qu'on voit bien qu'on arrive à travailler davantage qu'avant sur le fond, sur la
réforme de ce système de santé. Donc je suis assez optimiste à moyen terme, mais il y a une certaine urgence parce que si on perd ce qu'on appelle les ressources longues, c'est-à-dire certains services dans des hôpitaux, la ressource médicale, si on perd excessivement ces ressources longues, évidemment, ça sera plus compliqué à reconstruire. Vous avez encore confiance dans le système actuel ? Oui, parce que j'entends quand même de l'optimisme. Oui, non, moi je suis optimiste à moyen terme. Là où évidemment il faut un consensus politique. Vous savez d'où vient notre système de protection sociale ? Il vient de la sortie de la Deuxième Guerre mondiale d'un consensus qui allait des communistes aux gaullistes, c'est-à-dire d'une vision qui est plurielle de la société. C'est la grande difficulté de la protection sociale qui a toujours avancé par des combats. On a mis des années, après des luttes dans les années 20 pour construire la sécurité sociale qui n'a été construite qu'en 45, mais il y a eu pendant 10 ans des luttes intestinales entre les différentes visions de la société. Certains ont une vision ultra-collectiviste, certains ont une vision ultra-libérale, mais la réalité c'est qu'il faut trouver des ponts entre ces visions-là. Trouver des ponts. Merci Frédéric Bizard. Je rappelle le titre de votre dernier livre, c'est Les Itinérants de la santé. Et on le voit à l'écran, c'est aux éditions Michel.